De tous les événements survenus au cours des 12 derniers mois, celui qui a le plus marqué la vie nationale est sans contredit l'affaire Cross-Laporte. Déjà au cours de l'année, on avait noté une aggravation du terrorisme au Québec. Fin mai, début juin, une dizaine de bombes font explosion à Westmount et à Montréal. Le gouvernement du Québec offre une récompense de 50 000 $ à quiconque permettra de retrouver les auteurs de ces attentats. Et le ministre provincial de la Justice, M. Choquette, annonce une réglementation sévère du commerce et de l'entreposage des explosifs. Le 24 juin, une autre bombe explose au ministère de la Défense nationale à Ottawa. Une femme est tuée. La police démantèle une cellule du Front de libération du Québec dont les membres sont, le 10 juillet, accusés non seulement d'avoir perpétré des attentats à la bombe, mais d'avoir conspiré pour enlever le consul général des États-Unis à Montréal. Puis le lundi 5 octobre à 8h15 du matin, une cellule du FLQ, la cellule Libération, enlève le commissaire de la Grande-Bretagne à Montréal, M. James Richard Cross. Sous prétexte de livrer un cadeau d'anniversaire, deux individus s'introduisent au domicile du diplomate, puis sortant leurs armes, forcent ce dernier à monter dans un taxi, à bord duquel ils prennent la fuite. Une gigantesque chasse à l'homme s'organise, tandis que le Premier ministre du Québec, M. Bourassa, exprime la consternation et la réprobation que soulève un tel geste. Il reste que nous ne pouvons pas comprendre, nous, comme tous les Québécois, ni admettre, ni justifier un tel geste. S'il y a un endroit au monde où il y a une liberté d'expression pour tous les Québécois, c'est bien le Québec. Quels que soient les partis ou le régime, on peut le constater tous les jours, attaquer, dans la mesure où la vie personnelle n'est pas impliquée, impunément les dirigeants ou le système ou le régime. Les journaux à pleine page, dans certaines occasions, sont remplis de calomnies vis-à-vis des institutions comme telles. Alors, c'est pourquoi nous concluons que nous ne comprenons pas, dans une société civilisée comme la nôtre, qu'on puisse faire de tels gestes. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial, le show de la Brinks, le Bill 63, la carte électorale, la taxe dite de progrès social, Power Corporation. Dans une série de communiqués envoyés à des stations radiophoniques, les terroristes posent leurs conditions. Libération de 23 prisonniers dits politiques qui devront être acheminés vers Cuba ou l'Algérie. Paiement d'une rançon de 500 000 $. Télédiffusion du manifeste politique du FLQ, sans quoi M. Cross sera exécuté. Samedi 10, par la voix du ministre de la Justice, M. Choquette, le gouvernement refuse. À titre de concession ultime, pour sauver la vie de M. Cross, le gouvernement fédéral m'informe qu'il est disposé à vous offrir le sauf-conduit vers un pays étranger. Si, d'autre part, vous choisissez de refuser le sauf-conduit, je puis vous assurer que vous bénéficierez devant les tribunaux de toute la clémence qu'ils pourront exercer en prenant acte de tout geste humanitaire que vous pourriez poser en vue d'épargner la vie de M. Cross. Ceci, je puis vous l'assurer. Je vous demande donc un geste d'absolue bonne foi. Relâchez M. Cross immédiatement.
20 minutes après l'heure limite imposée par M. Choquette, soit vers 18h20, ce même samedi 10 octobre, une seconde cellule du FLQ, la cellule Chénier, enlève le ministre québécois du Travail et de l'Immigration, M. Pierre Laporte, qui jouait avec son neveu devant sa maison, rue Robitaille, à Saint-Lambert. La rapidité et l'agressivité dont les terroristes ont fait preuve portent la consternation à son comble. Immédiatement, mais sans plus de succès que pour M. Cross, la police établit des barrages dans l'espoir d'intercepter les ravisseurs. Ces derniers publient bientôt des communiqués, accompagnés de lettres écrites par M. Laporte, ainsi que de documents lui appartenant, communiqués dans lesquels ils reprennent les conditions exigées par la cellule Libération. Pendant ce temps, M. Bourassa a réuni son cabinet à l'hôtel Reine-Élisabeth. Dimanche soir, 11 octobre, il se déclare prêt à négocier, pourvu que le FLQ garantisse la vie sauve à M. Cross et Laporte. La valeur de notre peuple, son exceptionnel esprit de travail, son respect d'autrui et son sens de la liberté ne sont-ils pas les meilleurs gages de la victoire, de la justice et de la paix? Cette situation de fond, qui en fin de compte doit nous rassurer, ne doit pas nous faire oublier toutefois les problèmes extrêmement pressants et qui ont pour enjeu la vie de deux personnes, soit d'un homme politique typiquement québécois et combien dévoué au progrès de sa communauté, et d'un distingué diplomate étranger aux tensions qu'affronte notre société. Nous tenons tous, est-il besoin de le dire, à la vie de M. Laporte, de même qu'à celle de M. Cross. Le sort, dans un rare exemple de sa cruauté, a voulu que ce soit sur eux que repose le maintien de l'ordre public. Mais c'est parce que nous tenons véritablement à la vie de M. Laporte et de M. Cross que nous voulons, avant de discuter l'application des demandes qui sont faites, établir des mécanismes qui garantiraient que la libération des prisonniers politiques ait comme résultat certain la vie sauve aux deux otages. Le 12 octobre, les cellules Libération et Chénier se mettent d'accord sur les conditions et désignent l'avocat Robert Lemieux comme leur négociateur. Maître Demers m'a donné l'impression que le gouvernement est sérieux et qu'il entend, en réponse à votre question, se rendre aux exigences ou aux conditions posées par les deux cellules du front. Mais je dirais que j'ai parlé à un négociateur, à un représentant. Je connais M. Demers, nos discussions ont été courtoises et je ne peux vous dire que ça. Pendant que les forces de police combinées, travaillant sans relâche, vérifient soigneusement toutes les indications vraies ou fausses qui leur sont fournies, les négociations s'engagent entre le représentant gouvernemental, Maître Robert Demers, et celui du FLQ, Maître Robert Lemieux, qui, appréhendé pour l'obstruction à la justice, est relâché. Les négociations se déroulent au siège de l'Hydro-Québec, mais très vite on s'aperçoit qu'elles n'ont guère de chance d'aboutir. Le gouvernement s'en tient aux propositions énoncées samedi le 10 par le ministre de la Justice, soit un sauf-conduit pour les ravisseurs, auquel on pourrait joindre les 5 détenus éligibles à une libération sur parole. Maître Lemieux, qui s'en tient aux conditions premières du FLQ, déclare que son mandat est terminé. Les négociations sont rompues le jeudi 15 en soirée. J'ai imploré le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa de se raviser et de ne pas se moquer ainsi du peuple du Québec. Et je suis toujours disposé, mais pas à l'heure actuelle parce que j'ai pas de mandat et moi je fais pas des choses que je suis pas autorisé de faire et je fais pas de prétention de vouloir faire une affaire quand j'ai l'intention d'en faire un autre. Comme le gouvernement qui s'est servi de moi puis qui m'a niaisé dans cette affaire. On assiste pendant ce temps à un mouvement de l'opinion publique. Mercredi soir, un groupe de personnalités québécoises recommande au gouvernement provincial de rejeter les pressions extérieures et de céder aux exigences du FLQ. Jeudi soir, 3000 personnes se réunissent au centre Paul Sauvé, réclamant à peu près les mêmes choses. L'atmosphère est extrêmement tendue et les orateurs lancent un appel au calme.
Dès jeudi après-midi, le gouvernement du Québec avait fait appel à l'armée pour protéger les édifices publics. Vendredi 16 octobre au petit matin, le Premier ministre du Canada, M. Trudeau, à la demande des autorités du Québec et de Montréal, proclame la loi sur les mesures de guerre. Cette proclamation, qui s'appuie sur l'état d'insurrection appréhendé, suspend certaines libertés civiles et accorde des pouvoirs spéciaux aux forces policières qui entreprennent aussitôt une série de perquisitions et d'arrestations. À l'Assemblée nationale du Québec, cette mesure suscite des réactions diverses. Nous préférons à ce moment-ci nous en tenir au terme de notre communiqué qui dit que nous avons réitéré nos sympathies aux familles, la porte est Cross, et que nous entendons également, pour le moment, nous tenir quoi et ne faire aucun commentaire qui puisse être de nature à soulever les passions publiques. Dans un état de choses comme celui que l'on traverse à l'heure actuelle, je crois qu'il est important que les hommes politiques sachent garder leur nerf. C'est le devoir des gouvernants de garder l'autorité. Et en ce sens, nous croyons que le gouvernement actuel doit garder son autorité complète. Sûrement pas céder aux demandes de libération de des 23 qui sont actuellement en prison et qui ont été dûment jugés pour l'être. Ma lecture des événements me porte à conclure que ce geste est prématuré, qu'il peut constituer une provocation à l'endroit de la population, qu'il peut augmenter la panique de la population. C'est une possibilité, certes, je n'ai pas les informations du gouvernement, mais avant de poser un geste comme celui-là, il faudrait que je sois vraiment sûr que la situation est assez urgente et dangereuse pour le comporter. Les communes approuvent la décision de M. Trudeau qui, vendredi soir, s'adresse à la population canadienne. Rien de ce que les gouvernements du Canada et du Québec ont fait ou n'ont pas fait n'excuserait jamais le moindre tort que pourrait subir l'un ou l'autre de ces deux hommes innocents. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette, ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Samedi 17 octobre, les ravisseurs de M. Laporte mettent leurs menaces à exécution. Un communiqué du FLQ annonce que le ministre du Travail a été assassiné à 18h18 et que son corps a été déposé dans le coffre à bagages de la voiture ayant servi à son enlèvement, voiture qui a été abandonnée aux abords de l'aéroport de Saint-Hubert, en banlieue sud de Montréal. C'est là qu'effectivement on trouve le cadavre de M. Laporte, un peu après minuit dimanche 18 octobre. L'autopsie révélera par la suite que la victime a été étranglée et qu'elle n'a subi aucune torture, aucune mutilation, contrairement au bruit qui courait. La crise que vivent le Canada et le Québec atteint son paroxysme. La dépouille de M. Laporte est mise en chapelle ardente au palais de justice de Montréal, où les dirigeants du Québec et d'Ottawa, ainsi que des milliers de citoyens anonymes, viennent s'incliner. Pendant ce temps, la cellule Libération publie une lettre de M. Cross dans laquelle ce dernier prie le gouvernement de remplir les conditions exigées par le FLQ pour sa libération. À la suite d'une information, la police est conduite à une petite maison située rue Armstrong à Saint-Hubert. On y retrouve de la littérature subversive, une machine à écrire et des brouillons de communiqués. Un trou permettait de passer du garage dans l'appartement sans être vu. Les enquêteurs relèvent des empreintes digitales, des taches de sang et des traces de bagarre. C'est dans cette maisonnette que M. Laporte a été détenu pendant une semaine, puis assassiné. C'est le mardi 20 octobre, dans l'après-midi, qu'ont lieu les funérailles de M. Pierre Laporte. Jamais encore on avait vu pareille concentration de forces de sécurité dans le centre de Montréal, où se rassemblent des centaines de personnalités politiques, chefs de gouvernement, ministres, députés, tant fédéraux que provinciaux, ainsi que des représentants des pays étrangers, venus rendre un dernier hommage à leurs collègues victimes du terrorisme québécois. Le quartier de l'église Notre-Dame est transformé en un véritable camp retranché. Des barrières en interdisent l'accès, des soldats sont perchés sur les toits
les hélicoptères passent sans arrêt à basse altitude. Auparavant, on avait fouillé les maisons et jusqu'aux bouches d'égout. Conformément à la volonté de Mme Laporte, il s'agit de funérailles privées. Cependant, la présence de messieurs Trudeau et Bourassa, de tous les députés de l'Assemblée nationale du Québec et d'une centaine de députés fédéraux confère à la cérémonie un caractère national. Le service religieux fut célébré par l'évêque auxiliaire de Montréal, Monseigneur Chibikella, assisté de l'archevêque de la métropole, Monseigneur Grégoire, et du primat de l'Église canadienne, Monseigneur Roy. Simultanément avait lieu en la basilique Notre-Dame d'Ottawa une messe commémorative à laquelle assistait le gouverneur général du Canada, M. Michener, deux anciens premiers ministres, M. Pearson et Diefenbaker, ainsi que les représentants du corps diplomatique. D'autres services commémoratifs ont été célébrés dans de nombreuses paroisses de Montréal et du Québec. Le corps de Pierre Laporte fut ensuite transporté au cimetière de la Côte-des-Neiges où eut lieu l'inhumation en présence de la famille et des proches seulement. Une période de deuil officiel de 2 jours avait été décrétée sur l'ensemble du territoire québécois. On est toujours sans nouvelles de M. Cross et la police aidée de l'armée entreprend de vastes opérations de ratissage dans les quartiers périphériques de la métropole et même dans la campagne avoisinante. Au 26 octobre, 375 personnes sont arrêtées, dont 200 relâchées, sans qu'on ait réussi à mettre la main sur les principaux suspects, Marc Carbonneau, Paul et Jacques Rose, Bernard Lortie, Francis Simard et Jacques Lanto. Vendredi 6 novembre, on arrête Bernard Lortie dans un appartement du chemin de la Reine-Marie. Mais ses complices, les frères Rose et Francis Simard, cachés dans une garde-robe à double fond, échappent à la police. À l'enquête du coroner sur la mort de Pierre Laporte, qui débute le samedi 7 novembre au quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal, Lortie admet avoir pris part à l'enlèvement avec les frères Rose et Simard, mais il affirme ne rien savoir de l'assassinat. En ce même lieu commencent les comparutions de personnes arrêtées en vertu de la loi des mesures de guerre. Puis, à part une lettre de M. Cross du samedi 21 novembre, plus rien, jusqu'au jeudi 3 décembre. Ce jour-là, après 2 semaines de recherche et de surveillance, la police a acquis la certitude que le diplomate britannique est détenu dans cette maison de la rue des Récollets, à Montréal-Nord. Le quartier est encerclé, la maison cernée, les voisins évacués. Les ravisseurs de M. Cross se savent découverts. 2 de leurs comparses ont été arrêtés la veille et dans la nuit, on leur a coupé l'électricité et le téléphone. Ils sont forcés de négocier. C'est l'avocat maître Bernard Merkler qui, le premier, entre jeudi matin dans le repère des ravisseurs et leur expose les conditions du gouvernement. Un sauf-conduit pour Cuba en échange de M. Cross, sain et sauf. L'échange aura lieu à Terre des Hommes, au pavillon canadien proclamé territoire cubain. Le représentant du Cuba se rend sur place pour accueillir le diplomate et les terroristes. Vers 1h30, les négociations sont terminées et M. Cross, accompagné des membres de la cellule Libération, soit Marc Carbonneau, Jacques Lanto et Pierre Séguin, sortent de la maison de la rue des Récollets à bord d'une vieille voiture que conduit Carbonneau. Les terroristes sont armés et emportent avec eux leur réserve de dynamite non amorcée. L'automobile prend place dans un cortège formé de véhicules de la police, cortège qui se dirige à vive allure vers Terre des Hommes. M. Cross est confié à la garde du consul de Cuba. Il en profite pour téléphoner à sa femme qui se repose en Suisse. Il s'entretient également par téléphone avec les premiers ministres du Canada et du Québec, M. Trudeau et Bourassa, puis il reçoit la visite du ministre québécois de la Justice, M. Choquette. Il a perdu 22 livres, mais il est en excellente santé. Ce même jeudi 3 décembre, les terroristes rejoints par des membres de leur famille, soit en tout 7 personnes, s'envolent vers Cuba, tandis que M. Cross, enfin libre, subit un examen médical et le 5 décembre s'envole pour Londres.
4 jours avant la fin de l'année se terminait l'avant-dernier acte de ce drame. À 5 heures du matin, dans une petite maison de Saint-Luc à une vingtaine de milles au sud de Montréal, la police arrête Paul et Jacques Rose ainsi que Francis Simard, introuvables depuis l'affaire de la garde-robe du chemin de la Reine-Marie. Les présumés ravisseurs de M. Laporte se rendent sans se battre, après avoir obtenu l'assurance que le gouvernement reviendra à la procédure normale de cautionnement pour les personnes arrêtées en vertu des lois d'exception. Le dernier acte du drame commence dans quelques jours avec la reprise de l'enquête du coroner et l'ouverture des procès des présumés membres du FLQ.